Bonjour Marielle André. Bonjour Marion. Donc vous êtes kiné, particulièrement spécialisée dans les enfants, sur la ville de Villeurbanne. Et en l'occurrence, c'est vous qui avez en charge Pee Weeker lui-même. Tout à fait, j'ai l'honneur d'avoir Voilà. au cabinet. Donc déjà, la première question que je voulais vous poser, c'était, voilà, moi j'ai découvert, grâce à Pee Weeker, qu'on pouvait rééduquer un nourrisson. Normalement, dans rééduquer, il y a réapprendre, hein, comme si on avait déjà appris quelque chose. Or, un nourrisson, il n'a jamais rien appris. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste la rééducation motrice d'un nourrisson? Alors, en fait, c'est pas réellement, voilà, pour les nourrissons, c'est sûr qu'on est plutôt sur de l'apprentissage que du réapprentissage. Mais c'est des choses qu'ils ont tous en eux, en fait. Donc, comme la plupart des gens, oui, vous ne connaissiez pas la rééducation motrice avant d'y être confrontés. Et c'est vrai qu'on voit dans mon cabinet, beaucoup de mes collègues voient que des adultes. Et les adultes sont beaucoup dans l'interrogation quand ils voient un enfant. Ils partent du principe qu'il vient là pour de la kiné respiratoire, qui est beaucoup plus connue. La kinésithérapie motrice, elle est beaucoup moins connue, on va dire, du grand public. Et du coup, c'est pas réellement de la rééducation, c'est plutôt, on va parler souvent de stimulation motrice. On va aider l'enfant, un enfant qui a normalement tous les prérequis de base là. Certains vont avoir besoin pour des pathologies, pour des retards moteurs non étiquetés, vont avoir besoin d'un petit coup de pouce et on va les mettre en situation pour réveiller un petit peu des schémas moteurs qui sont là en eux, les mettre en position, les stimuler de la bonne manière pour qu'ils trouvent comment faire par eux-mêmes en fait. Donc voilà, donc on prend un nourrisson lambda et on va essayer de lui faire faire par lui-même toutes les étapes du développement moteur pour qu'il acquiert les différentes acquisitions motrices dans le bon ordre surtout. Il y a vraiment cette chronologie qui est importante. Et du coup, quand vous avez dit non étiqueté, c'est-à-dire que est-ce que tous les nourrissons peuvent apprendre ou est-ce que vous partez-vous du principe, enfin vous et les médecins en fait, hein, que ne sachant pas, on essaye et puis vous voyez en allant si ce que l'enfant peut apprendre ou pas apprendre? Alors, selon la pathologie de l'enfant ou voilà, selon la pathologie de l'enfant, c'est vrai qu'on sait que certains enfants ne marcheront jamais parce que leur pathologie ne leur permet pas, ou alors acquerront et perdront ensuite parce qu'on a des pathologies dégénératives. Mais pour n'importe quel nourrisson, en tout cas, la première étape qu'on va essayer d'acquérir, ça va être le tenu-tête, le retournement, un petit peu toutes les étapes qui sont naturellement chez un bébé qui n'a aucun problème, quel qu'il soit. Et on simule. Chez certains, ça prend plus de temps que chez d'autres. Mais par contre, voilà, ce qui est important, c'est vraiment, on part des premières acquisitions. Ça veut dire qu'on ne va pas apprendre à un enfant à marcher s'il ne se met pas debout, par exemple. Voilà. Donc, Et c'est-à-dire quel que soit son âge. Admettons qu'un enfant arrive chez vous à 2 ans parce qu'il ne sait pas marcher à 2 ans, vous allez quand même commencer par rouler, marcher à 4 pattes, etc. S'il ne l'a pas acquis par lui-même, oui. On va revenir en arrière. Enfin, c'est pas un retour en arrière, mais on va prendre les bases parce qu'en fait, le schéma du rampé, c'est le schéma de la marche au sol, mais on avance un bras et une jambe comme on fait en marchant en fait. Donc chaque étape est importante et en fait c'est une construction dans le temps de toutes ces acquisitions. Chaque acquisition motrice au sol a une importance pour la marche ensuite. Donc c'est vrai que pour la plupart des parents, ils viennent, par exemple, comme vous dites, à 2 ans, mon enfant ne marche pas. Ça peut leur faire un petit quelque chose de se dire, mais attends, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me le remet à plat ventre pour le faire ramper, mais parce qu'on sait que le schéma moteur du ramper va être important pour la suite. Donc, on va voir ce que l'enfant fait par lui-même, ce qu'il ne fait pas, parce que des fois, il y a des enfants qui ont certaines acquisitions qui n'en ont pas fait d'autres, mais on va essayer de faire en sorte que l'enfant, en tout cas, fasse toutes ses acquisitions dans le bon ordre pour avoir après la meilleure motricité possible debout. D'accord. Pour les enfants qui acquerront la marche. Pour d'autres, on sait qu'ils ne marcheront pas, mais on guide quand même toutes les étapes jusqu'à ce qu'on arrive au maximum de l'autonomie et de la possibilité de l'enfant, parce que ramper, c'est quand même une autonomie de déplacement au sol non négligeable. D'accord. Et alors,
on a entendu dans les séquences précédentes au sujet de l'hypotonie, notamment des enfants, des nourrissons hypotoniques, que la prise en charge s'était considérablement améliorée. Enfin, le diagnostic de ces enfants s'était amélioré depuis qu'on les prenait en charge justement au niveau de la kiné de manière très précoce. Ça veut dire qu'auparavant, on ne les prenait pas en charge de manière précoce. On considérait que si un enfant n'avait pas de tonus, on ne pouvait rien faire avec. C'est ça, je suppose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passait avant et comment les évolutions qui nous ont conduit à ça? Oui. Alors, bon, je n'ai pas non plus une très grande expérience. Moi, je pratique depuis 11 ans et j'ai toujours fait de la rééducation pédiatrique. Donc, auparavant, j'imagine que ce qui amenait les médecins peut-être à prescrire pour les enfants hypotoniques, c'était peut-être le retard à la marche, justement, parce que la marche, il y a tout quelque chose autour qui fait qu'on voudrait que son enfant soit autonome dans son déplacement debout. Donc, j'imagine qu'avant, les enfants, ils n'étaient pas rééduquer, stimuler avant la marche. Peut-être qu'on s'en inquiétait justement en disant bah mince, il ne marche pas, il faut peut-être faire quelque chose maintenant pour l'aider à marcher. Et maintenant, c'est vrai qu'on a les enfants de manière de plus en plus précoce, et ce qui est très bien parce que ça permet justement de stimuler toutes les étapes avant à un âge opportun pour les faire, parce que ça aussi, c'est très important. Si l'enfant a 7-8 mois, il est dans un âge où naturellement les enfants commencent en général à ramper à cet âge-là. C'est vrai que si l'enfant a 2 ans, il n'a jamais rampé, on va quand même retravailler parce que c'est important pour la stimulation ensuite. Mais par contre, aura pas la même portée à 2 ans qu'à 7-8 mois où ils vont chercher à attraper des petites choses et tout ça. À 2 ans, on va le faire pour le schéma moteur en tant que tel. C'est vrai qu'à 7-8 mois, c'est parce que c'est aussi l'âge où on le fait naturellement et qui va stimuler sur plein d'autres choses, attraper un petit truc, le mettre à la bouche, sentir des petites choses, même leur bave qui est juste devant leur nez. Ça permet aussi une construction neuromotrice très importante. Donc maintenant, on a les enfants de plus en plus précoces et ça permet aussi qu'ils prennent moins de retard parce qu'on stimule en fonction de l'âge classique d'acquisition, même si voilà, Pee Weeker par exemple a rampé pas 7-8 mois, mais il a fait toutes les étapes auparavant dans le bon ordre, et ben ça laisse présager aussi une bonne motricité pour la suite, quoi. Donc voilà, je pense que avant, on s'inquiétait plus, mince, l'enfant ne marche pas, on va faire quelque chose maintenant. Et maintenant, on se dit peut-être plus, pour qu'il ait le moins de retard possible et qu'il acquiert le plus de tonus, eh ben, il faut le stimuler dès le départ parce qu'on sait que ce sera des enfants qui auront des difficultés à faire leurs acquisitions motrices et qui auront besoin d'un coup de pouce, ne serait-ce qu'en tonification musculaire, et tous les petits exercices qu'on peut faire en séance auront leur importance pour les acquisitions motrices et pas attendre que l'enfant soit réellement en retard pour les aider en fait. D'accord. Et on sait que chaque pathologie est différente. Puis alors vous êtes extrêmement spécialisé maintenant. Hein, tous les enfants. Alors, je sais qu'il faut faire attention au terme, mais bon, voilà, les enfants, on va dire particuliers, voilà, arrivent chez vous de Villeurbanne en tout cas. Donc c'est quand on vient chez vous, on a l'impression qu'il n'y a que des enfants particuliers en fait. Ils sont tous uniques en tout cas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous avez que des cas très, très spéciaux et du coup, il n'y en a pas deux pareils. Donc est-ce que vous pensez avoir appris plus en formation à l'école et en formation, ou est-ce que votre métier finalement, vous l'apprenez, votre spécialité en tout cas, vous l'apprenez chaque jour avec tous les enfants qui passent dans votre cabinet? Alors, j'ai appris beaucoup en formation et au gré de mes stages. Alors, à l'école, proprement parler, pas tant que ça, parce qu'au final, on a des cours théoriques, bien sûr, mais on n'a pas de cours pratiques. Donc, après, on se forme, nous, après notre diplôme, si on est intéressé, et aussi par le choix de nos stages pendant nos études. Moi, j'avais eu la chance de faire plusieurs stages en pédiatrie déjà pendant mes études parce que je l'avais choisi. Après, c'est vrai qu'on a
apprend aussi au contact des enfants et au gré de l'expérience. Et chaque enfant étant unique, c'est vrai qu'il y a besoin de s'adapter à chaque enfant parce qu'il y a les capacités motrices, il y a aussi le caractère de l'enfant, les attentes de la famille qu'il ne faut pas aussi négliger. Donc, on est aussi dans une dynamique où pour chaque enfant, on va proposer quelque chose de différent. On garde notre objectif principal, faire progresser l'enfant d'un point de vue moteur, sans griller les étapes, parce que ça, par contre, c'est très important de respecter cette chronologie, encore une fois. Mais on apprend beaucoup au contact des enfants. On voit des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Ce qui marche avec un enfant ne marchera peut-être pas avec un autre enfant. Même pour un enfant en tant que tel, ils grandissent. Il faut savoir aussi se réadapter à leurs nouvelles envies, à leurs possibilités. Les enfants qui sont en âge de s'exprimer, c'est important aussi de les inclure dans le projet thérapeutique, c'est-à-dire savoir quelle est leur attente à eux de cette rééducation, parce que quand on fait des rééducations au long cours, il y a quand même des âges où les enfants, ils n'en ont pas le bol. Donc, pour un enfant, voilà, ça va être… l'objectif en tant que tel, ça sera peut-être pas marcher, il va peut-être pas le formuler comme ça, mais il dira peut-être, moi j'ai envie de jouer au ballon avec mes copains. Enfin voilà, donc faut aussi établir des projets thérapeutiques avec la famille et avec l'enfant. Et ça, c'est vrai qu'on l'apprend quand même plus au quotidien avec les familles et les enfants qui nous apportent beaucoup, puis des retours aussi des familles et des enfants, quoi. C'est vraiment un trio thérapeutique, quoi. Et vous parlez des familles. Alors, moi j'ai été frappée, pareil, dans cette expérience, par la lenteur. Dans le livre, à un moment, je parle d'escalier plat, quoi. C'est fou comme c'est long, il ne se passe rien. Pendant 12 mois, il n'y a aucun progrès. Et pour les familles, c'est très désespérant. Comment vous gérez ça? Est-ce qu'il y a des familles carrément qui abandonnent, qui disent tant pis, j'en peux plus? J'en ai pas eu encore. On essaye de leur apporter tout ce qu'on peut à notre niveau. Et encore une fois, sur une maladie qui n'est pas dégénérative, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout ce qu'on acquiert, on ne le perd pas. Donc ça, déjà, faut le garder. Donc ça a beau être lent. Il y a des moments, d'ailleurs, ça se débloque d'un coup. Et puis, il y a plein d'acquisitions qui arrivent d'un coup. Et ça, c'est formidable. Mais c'est vrai que sinon, faut s'accrocher à chaque petit progrès. Et des fois, on s'émerveille de pas grand-chose. Pour un enfant qui met des mois et des mois à tenir sa tête, quand il arrive à redresser sa tête à plat ventre, waouh, c'est génial. Et il faut prendre chaque petite chose positive. Il faut essayer de regarder, voilà, ça, il y a quelques mois, quelques semaines, bon, ça peut paraître long, mais il ne le faisait pas. Maintenant, il le fait, c'est génial. Et puis, après, derrière, il y aura une autre acquisition. Donc, ça a beau être long, ça avance et il faut s'accrocher à ça. Et j'essaye, moi, en tout cas, de le transmettre aux familles parce que moi, je trouve ça merveilleux, même si ça prend du temps, on les voit progresser et gagner en autonomie de tout, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette. Bon, super. Je crois qu'on va rester sur cette bel optimisme que vous transmettez là à tous les parents qui vont vous écouter et qui sont, comme nous, désespérés certains moments. Voilà. Il faut s'accrocher au moindre progrès, en tout cas. Voilà, vous nous redonnez la pêche. Tant mieux. Merci beaucoup, Marielle André, d'avoir participé et puis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.